D'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 1er. Une utopie fermée, point d'interrogation. Citation. J'écris ici ce que je crois vrai, car les histoires des Grecs sont nombreuses et à mon avis ridicules. Hécatée de Milet, cité par Hérodote. Deuxième citation, introductrice. Ami de Platon, mais plus encore ami de la vérité. Issu d'une paraphrase traditionnelle d'un passage de l'Éthique à Nicomaque. J'aime Platon, je suis son ami, mais j'aime encore plus la vérité. Et de Spinoza, dans un état libre, chacun peut penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Ce livre, bien qu'écrit en anglais et adressé à des gens vivant hors de l'État d'Israël, est dans un sens une continuation de mes activités politiques de juif israélien. Celles-ci ont commencé en 1965-66 par une protestation qui à l'époque fit scandale. J'avais vu personnellement à Jérusalem un juif ultra-religieux refuser qu'on utilise son téléphone un jour de Shabbat pour appeler une ambulance au secours d'un voisin non-juif terrassé par une attaque. Au lieu de publier le fait simplement par voie de presse, j'ai demandé une entrevue avec le tribunal rabbinique de Jérusalem. Alors, je précise tout de suite, comme on le verra dans la suite de ce texte, que sauver une vie humaine est un principe absolu dans le judaïsme, au-dessus de toute loi de la Torah, mais qu'il s'agit toujours d'une âme juive, sauver une vie juive, parce que, selon les rabbins, les non-juifs n'ont pas d'âme humaine. Je continue. J'ai demandé une entrevue avec le tribunal rabbinique de Jérusalem, qui est composé de rabbins nommés par l'État d'Israël. Je leur ai demandé si cette façon de faire s'accordait avec leur interprétation de la religion juive. Ils m'ont répondu que le juif en question avait eu un comportement correct et même pieux. Laisser mourir, le refus de la légitime, refuser de sauver une personne en danger de mort parce qu'elle n'est pas juif, c'est un acte de piété. Et m'ont renvoyé à certains passages d'un abrégé des lois talmudiques compilées en notre siècle. J'ai signalé la chose au principal quotidien hébreu Haaretz, qui s'en est fait l'écho, provoquant un scandale médiatique dont les conséquences en ce qui me concerne furent plutôt négatives. Ni les autorités rabbiniques israéliennes, ni celles de la diaspora ne sont revenues sur cet arrêt. Un juif ne doit pas violer le sabbat pour sauver la vie à un gentil, c'est-à-dire un goy, un non-juif. Avis qui s'assortissait de longs discours moralisateurs, autorisant la violation de cet interdit si le fait de le respecter risquait d'avoir des conséquences dangereuses pour des juifs. Fort de connaissances acquises dans ma jeunesse, je me suis remis à l'étude des lois talmudiques régissant les rapports entre juifs et non-juifs. Et il m'est apparu que ni le sionisme, y compris dans son aspect apparemment séculier, j'ajouterais humaniste, ni la politique israélienne depuis le début de l'État d'Israël, ni les conduites adoptées par les tenants d'Israël dans la diaspora ne pouvaient être compris sans prendre en compte l'influence en profondeur de ces lois et la conception du monde qu'elles créent et expriment. Parce que ces lois, ça a été la matrice pendant des siècles, pendant 2000 ans, la matrice du psychisme juif, de son subconscient, de son comportement. Puisque ces paroles divines absolues, bien au-dessus de la Bible. C'est une glose de frère Ismaël. Les orientations politiques appliquées par Israël après la guerre des 6 jours, notamment le régime d'apartheid imposé dans les territoires occupés,
ainsi que l'attitude de la majorité des Juifs envers le droit des Palestiniens, même in abstracto, n'ont fait que me confirmer dans cette conviction. Par cette affirmation, je ne cherche nullement à passer sous silence les considérations politiques ou stratégiques qui ont pu également influer sur les dirigeants israéliens. Je dis simplement que la politique pratiquée dans les faits résulte d'une interaction entre, d'un côté, des considérations entre guillemets réalistes, qu'elles soient valables ou erronées, morales ou immorales à mes yeux, et de l'autre, des influences idéologiques. Ces dernières tendant à avoir d'autant plus de poids qu'elles sont moins discutées et portées à la lumière. Toute forme, quelle qu'elle soit, de racisme, de discrimination et de xénophobie est d'autant plus puissante et politiquement déterminante que la société qui en est infectée la considère comme chose allant de soi. Puis encore, si tout débat sur le sujet est interdit, officiellement ou par consensus tacite, à une époque où le racisme, la discrimination et la xénophobie prévalent parmi les juifs, et sont dirigés contre des non-juifs et nourris de motifs religieux, quelle différence avec le cas symétrique, l'antisémitisme et ses motivations religieuses? Mais alors qu'aujourd'hui le second est combattu, l'existence même du premier est en général délibérément ignorée, plus encore, en dehors qu'à l'intérieur d'Israël.